Eh bien, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement écologique et l'accession au bonheur suprême, au souverain bien, à l'extase, ce qu'on appelle l'extase, ce que les mystiques appellent, les grands mystiques, que ce soit dans le soufisme, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'hindouisme, dans le zen, dans le taoïsme, tous ont travaillé, ont pensé cette idée d'extase. Alors ça s'appelle le nirvana, l'éveil, le samadhi, peu importe le nom qu'on lui applique. En réalité, ce qui est important, c'est que c'est un état du corps. C'est la jubilation de chaque parcelle de notre corps qui jouissent de cet état absolument sublime, cet état de conscience particulier qui est un état de plénitude, de sérénité, etc. Et donc nous allons vers cet état de béatitude. Mais bien sûr qu'il faut pour ça que pour vivre cet état-là, il faut que le monde s'y prête. Il faut qu'on vive dans une sorte d'écrin, dans une sorte de paradis. Et donc nous construisons ce paradis sans le savoir. Alors évidemment, il faudra encore des siècles peut-être d'évolution au rythme où nous évoluons, mais en fait, nous construisons ce paradis. Nous ne le savons pas, nous l'ignorons. Les grands mystiques, certaines grandes religions ont pensé déjà cet état de paradis vers lequel nous allons. C'est ce qu'on pourrait apparenter à l'apocalypse, le moment où le loup et l'agneau pourront cohabiter ensemble sans violence. Symboliquement, ça veut dire qu'il n'y a plus de loup en réalité, où le loup n'a plus ses pulsions. Et en fait, c'est ce que notre évolution fait progressivement. Progressivement, on neutralise le loup qui est en nous, on neutralise le dominant qui était en nous, et que ce désir de domination qui a évolué, qui à l'origine était identique aux autres primates et qui a évolué dans l'espèce humaine d'une façon plus tragique, on pourrait dire, puisque ça conduit à la guerre, etc. Mais tout ça, nous le dépasserons. C'est une logique d'évolution. On ne pouvait pas évoluer sans passer par cette valeur tragique qu'est le mal, et le mal qu'on inflige à nos congénères, etc. Il est là pour qu'on lutte contre lui. Il est là pour qu'on le maîtrise, et on parviendra à le maîtriser progressivement, encore quelques siècles d'évolution, et on parviendra à cela. Alors, dans cette vidéo, je voulais finir cette réflexion que j'ai commencée à partir du podcast de France Culture avec Philosophie, qui était dédié au libéralisme, en fait, à l'idée d'une sorte de mécanisme qui se mettrait en place si on laisse au libéralisme
le plus de liberté possible, il se régulerait d'office de lui-même, en fait. C'est ce que prônent les néolibéraux, les libéraux un peu extrêmes qui refusent en fait que l'État intervienne pour servir de tampon entre les dominants, on va dire, et le peuple, voilà, pour réguler un petit peu les choses. Et si on ne régule pas, eh bien, on voit que le système de lui-même, il ne va pas vers une sorte de régulation. Quand, là, on en a la preuve flagrante avec le néolibéralisme. Quand le communisme est tombé, quand l'URSS s'est écroulé, dans la foulée, le parti communiste qui avait une position en France, en Europe, en Europe de l'Ouest, il y avait un parti communiste qui était extrêmement efficient, qui gérait tout un tas de choses pour la société, qui servait un peu de garde-fou au libéralisme, qui empêchait le libéralisme d'aller dans des excès. Et quand le mur de Berlin est tombé, quand la chute de l'URSS s'est écroulée, eh bien le Parti communiste s'est retrouvé complètement désemparé dans un état de dépression absolument incroyable, parce que ils avaient la plupart des communistes qui étaient dans les petites villes, les petits villages qui organisaient un peu la vie sociale, les trucs, les rencontres, etc., se sont retrouvés en état de dépression, comme si tout ce qu'ils avaient fait d'un seul coup, ça n'avait servi à rien. Le communisme s'était écroulé et il fallait passer du côté du capitalisme, quelque chose qu'on avait combattu depuis tout le temps. C'est comme si c'est un état un peu de stupéfaction. Et donc le capitalisme, le libéralisme a pris le pouvoir et est parti dans un état de toute puissance. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a intuitivement, instinctivement, on pourrait dire, c'est pas quelque chose qui a été calculé, mais il est parvenu en quelques décennies, en quelques années, quelques décennies, à neutraliser tous les garde-fous, tous les systèmes chargés de le surveiller, de le neutraliser, donc il a commencé par acheter les médias. Et donc les journalistes se sont retrouvés dans une impossibilité, où leur parole a été minimisée. Et donc il n'y a pas eu de grosse critique du néolibéralisme. Parce que si les médias n'avaient pas été neutralisés, qu'est-ce qui se serait passé quand il y a eu toute la benne des délocalisations de ce patronat qui sont partis chercher des ouvriers corvéables en Inde, au Pakistan, etc., etc. Eh bien, il y aurait eu un véritable combat contre ça, une mise en lumière de cette pratique, en montrant que ils étaient tout à fait injustes. Qu'est-ce qui se serait passé encore? Les médias auraient profité, s'ils n'avaient pas été du côté achetés par le marché, ils auraient mis à profit cette formidable force que sont les médias pour servir pour aider les consommateurs, pour faire que les consommateurs puissent sanctionner les entreprises qui n'étaient pas éthiques, etc. Donc il y aurait eu les 50 millions de consommateurs qui existaient avant
la prise en main par le marché des médias, dans les années 70, les organismes de consommateurs avaient un espace assez intéressant dans les médias. Là, ils ont été écartés, plus ou moins. Et en plus, à mon sens, ils ont été largement corrompus. Ils sont devenus des instruments payants. Enfin bref, ils jouent plus leur rôle vraiment de défense de consommateurs. Et les journalistes n'ont pas permis aux consommateurs par le boycott, de pouvoir neutraliser les mauvaises entreprises, les mauvais, etc. Alors que là, c'est une force inouïe qu'on a. Imaginons que Danone se comporte mal dans les pays, tel et tel pays, etc. Si on avait une heure quotidienne dans les médias, dans tous les médias, une heure pour les consommateurs, pour les organismes de consommateurs, et qui disent voilà, on boycotte je vous propose de boycotter telle et telle enseigne parce qu'elle fait travailler des enfants à tel endroit, elle abuse de telle et telle chose, avec un véritable moyen de surveillance. Nul doute que le marché aurait été clean en très peu de temps, quoi. Il serait devenu absolument clean. Et on n'aurait pas eu les dérives qu'on a rencontrées en réalité. Donc voilà, on a le néolibéralisme a vampirisé les médias, il s'est accaparé les médias, il a plus ou moins corrompu les politiques pour qu'ils soient favorables aux côtés du patronat plutôt qu'aux côtés des syndicats. Les syndicats se sont retrouvés quasiment pas marginalisés, mais enfin vraiment voilà, ils ont perdu pendant 20 ans leur mission, on a perdu beaucoup d'énergie. En tout cas, ils ont neutralisé les hommes politiques, ils ont neutralisé les médias, ils ont neutralisé les oppositions, et donc le peuple s'est retrouvé absolument vulnérable. Pendant longtemps, il ne pouvait plus rien dire. Il a été plongé dans un état de dépression. Il sentait bien que le monde ne lui appartenait plus, qu'il était complètement à la merci de ce patronat et de ce que voulaient les patrons. Et il n'arrivait plus à donner à ses propres enfants l'espoir que le monde allait s'améliorer pour eux. D'un seul coup, on s'est retrouvé avec une régression, avec un système de régression. Et la seule chose qui a pu se faire, parce que dans cet état, le monde s'est mis en dépression, les citoyens sont tombés en dépression parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer. Ils n'avaient pas de visibilité au niveau des médias, ils n'avaient pas de visibilité. C'était l'époque où, dans les médias, ils nous montraient simplement les VIP, les stars, les trucs. Bref, il n'y avait plus du tout de place pour le peuple, pour qu'il exprime ce qui n'allait pas. Donc il s'est retrouvé plongé dans un état de dépression. Et spontanément, comme n'importe quelle victime, à un certain moment, il se révolte avant de mourir. Il y a une révolte, l'esprit de sauvegarde se met en œuvre, et spontanément on s'est retrouvé avec les gilets jaunes à occuper les ronds-points, à manifester, à rentrer dans quelque chose qui était une colère mais spontanée, qui est venue sortie de cet état de dépression. En fait, c'est ça qui s'est passé.
plutôt que de sombrer dans la dépression et le suicide, en fait, hein, parce que c'est un peu ce qui se passe quand on est victime d'un système pervers. Eh ben on va, si la victime finit par s'étouffer, par ne rien dire, etc., elle devient complètement vulnérable et elle va vers son autodestruction en réalité. Et donc le système, c'est un système pervers. Et donc le peuple, il a vécu comme une maltraitance et heureusement il s'est révolté. Et donc en se révoltant, il a commencé à changer un petit peu la donne, à obliger une prise de conscience, à obliger les médias à faire une place pour le peuple dans les médias. Donc pendant la période des Gilets jaunes, le peuple était invité ça a été le seul moment où il a été invité et on a vu la pertinence du peuple, etc. Et le peuple était derrière ses représentants spontanés. Voilà. Et puis une fois que les Gilets jaunes se sont essoufflés, une fois que le gouvernement, après avoir castagné, après avoir flingué, crevé des yeux, brisé des mains, etc., maltraité le peuple, lui fait avoir réussi à lui faire peur, parce que c'est exactement ce qu'il a fait. C'est pourquoi ce gouvernement est un gouvernement de pervers, parce qu'il l'a fait de façon sciemment. C'est pas les CRS qui ont décidé de partir dans ce délire. C'est le système pyramidal. En haut, ils ont donné les ordres au second etc., jusqu'au chef des patrouilles de CRS et de maintien de l'ordre, qui, eux, ont distribué ce qu'il fallait faire pour faire peur au peuple, pour qu'il rentre chez lui et qu'il n'ait plus envie de manifester. Et en faisant cela, il a commis une erreur grossière, parce que c'est une atteinte du peuple, quoi. C'est une tentative d'assassinat du peuple en réalité, ce genre de choses. Et donc la société est sortie, on a réussi, le peuple par intelligence a réussi à sortir de ce mutisme dans lequel il était, a commencé un peu à se fédérer, etc. Il a obligé les partis politiques à le prendre en compte, à commencer à essayer de le défendre, les oppositions à monter, à prendre du galon, etc., et on se retrouve avec un peuple qui commence à pouvoir parler, à pouvoir manifester, dire ce qu'il pense, etc. Mais c'est une tentative d'assassinat, quoi qu'il arrive. Ça sera jugé comme tel. Ces gouvernements qui ont mis de la violence face au peuple plutôt que du changement, dans son état de dépression, ça a été une tentative d'assassinat. Et ça sera expliqué comme ça dans 30, 40, 50 ans. Voilà, quand on fera l'analyse de ce moment-là, on verra et on jugera ça sous cet angle-là. Voilà. Et donc, ce néolibéralisme, on va arrêter là pour l'instant, parce que je suis un peu essoufflé. Pardon. Et on reprendra encore dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute, à bientôt, au revoir.